Nous sommes en guerre. Good morning, Vietnam! Je crois que ce martien veut communiquer. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Salut, bonsoir à tous ou bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Confinement, le podcast qui recense tous les films que j'ai vus depuis le début de ce confinement. À l'heure où cet épisode sortira, on sera en déconfinement, mais ça ne veut pas dire que c'est la fête, il faudra être encore beaucoup plus vigilant. D'autres épisodes sortiront quand même sous le nom de déconfinement. On se tape des barres, c'est très drôle, le nom est très bien trouvé. Dans cet épisode de confinement, je me suis permis de revoir un film que j'ai déjà vu. On en parlera par la suite après cette brève introduction. Pour les deux du fond qui viennent d'arriver, déjà bienvenue, on est déjà à l'épisode 3 et encore merci pour vos retours sur les épisodes précédents. Continuez d'utiliser l'espace commentaire pour vos retours, vos conseils, vos découvertes de films et vos commentaires toujours sympathiques à lire. Mais j'ai une question avant de commencer. J'ai vu le parrain, mais j'ai pas vu le deuxième. Est-ce que je suis un cinéphile? Mais j'ai vu Taxi Driver. Donc est-ce que finalement je suis un cinéphile? Dites-moi. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bref, passons sur Walk the Line de James Mangold. Les raisons qui ont poussé à voir ce film, c'est son metteur en scène, qui a réalisé les deux derniers épisodes de Wolverine, Le Combat de l'Immortel et Logan, qui est clairement son meilleur, le western 3h10 pour Yuma avec Christian Bale, et Le Mans 66 qui est sorti dernièrement avec Christian Bale et Matt Damon. Ces dernières années, on a vu chérir une chier de biopic. Du biopic musical qui n'apprend pas grand chose sur son groupe ou son leader, au biopic musical aux airs de comédie musicale totalement assumé. On va dire que Walk the Line se rapproche plus d'un biopic comme celui sur Ray Charles sorti en 2004 que je vous conseille de voir grandement, très rapidement, il est vraiment bien. Dans Walk the Line, on prend plaisir à suivre un Johnny Cage brillamment interprété par un Joaquin Phoenix en forme, qui a raté son Oscar du meilleur acteur à ce moment-là, encore. Et pour coller encore plus à la ressemblance de Johnny Cage, Joaquin Phoenix joue et interprète tous ses morceaux, et juste la ressemblance vocale est juste troublante. En même temps, c'est Joaquin Phoenix, on peut pas tester. Le parcours de Johnny Cage est super intéressant à suivre, son ascension, son problème d'addiction, comme tout bon artiste qui se respecte. C'est le gros problème des biopics, on décroche souvent à partir de la moitié du film, car si le personnage n'est pas mort prématurément, on sait qu'il va survivre, donc on s'attache beaucoup moins. Si vous voulez découvrir une autre performance de Joaquin Phoenix, oui, cet homme a une carrière avant le Joker, et découvrir un artiste qui est l'anti-Elvis Presley, regardez Walk the Line qui vous fera passer 2 bonnes heures musicales dans les années 50. Franchement, très sympa. Pour continuer dans le registre musical, j'ai découvert ce petit film qui est Climax de Gaspard Noé. Et quel film! Je ne peux le décrire tellement c'est un ovni. Gaspard Noé, je ne sais pas si j'aime ton cinéma, vraiment, mais à chaque fois, je me prends des grosses claques. J'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir pu découvrir ce film en salle. Car je pense que pour l'immersion, il n'y a rien de mieux que de voir un film en salle, pour ce type de cinéma. Je pense que le Gaspard Noé, ce sont des films qui se regardent au cinéma. Les mots pour décrire ce film sont très minces. Je ne conseille vraiment pas à tout le monde, mais sa mise en scène, son ambiance vont vous toucher à différents points. Juste, les acteurs sont dingues. Sofia Boutella, que je n'avais vu que dans Kingsman et le très mauvais La Momie, m'a mis extrêmement mal. Vraiment, cette actrice est juste géniale. En plus, c'est une très bonne danseuse. De base aussi, c'est un peu son métier. Logique. Merci Captain Obvious. Pour résumer le film de manière très brève, c'est un groupe de danseurs qui se retrouvent pour une dernière soirée, quelqu'un met de la drogue dans leur sangria, ça tourne mal. Mais que fait la police? Bon, en espérant qu'il soit beaucoup plus efficace que les flics du prochain film. Et encore une très belle transition. Résumer le cinéma français à Kev Adams, Christian Clavier, la bande à Fifi, c'est faire un énorme raccourci, d'autant plus que vous avez le choix de ne pas les regarder. C'est cool ça, non? J'ai découvert Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider dans un super film qui s'appelle Garde à vue de Claude Miller. Garde à vue, c'est un huis clos oppressant qui met en scène Michel Serrault qui est accusé de meurtre par le commissaire Lino Ventura. Vous voulez un thriller à la sauce française Cocorico, des dialogues d'une justesse parfaite écrits par Michel Audiard, un face-à-face oppressant entre deux monstres du cinéma, Lino Ventura et Michel Serrault? Regardez Garde à vue. On sent que le film a eu une certaine inspiration pour un certain Quentin Dupieux, qui dans son film Opos raconte exactement la même histoire avec le même procédé. Je vous ai dit que j'aimais Sam Raimi. J'aime Sam Raimi. Sam Raimi sur du Disney? Et sur la suite d'un classique quasi intouchable, Le Magicien d'Oz? Eh bien, cher ami, ça fait toujours plaisir de voir un réalisateur avec sa patte, sa vision, diriger un film dont il n'a pas l'habitude. Clairement, le film n'est pas parfait, il souffre de plein de petits détails qui font que le public n'a pas adhéré. C'est surtout qu'en fait, on s'attaque à un classique totalement intouchable, Le Magicien d'Oz de 1939. Oz m'a beaucoup rappelé le Ed Wood de Tim Burton, qui raconte l'histoire d'un inventeur qui n'arrive pas à conquérir son public en proie à ses doutes et son talent. Et clairement, le personnage de Ed Wood, c'est juste Tim Burton, qui a toujours été vu comme un incompris, et toujours même un peu raillé par ses pairs. Donc voilà, clairement, Ed Wood, Oz, même combat. Et comme pour Burton, Sam Raimi se projette dans le personnage de Oz, magicien raté qui tente de réussir dans le Kansas, et un jour il réussit à s'échapper et atterrir dans le monde d'Oz. Et là, la quête du personnage commence. Il doit libérer ce monde magique sous l'emprise d'une sorcière. C'est un pitch très simple, mais ça marche. Sam Raimi, avant d'être un réalisateur, est un cinéphile. Il envoie dans ses films tout son amour pour le cinéma.
Dans le monde fantastique d'Oz, comme pour l'original, le film commence en noir et blanc en 1.33 pour ensuite changer et arriver en couleur lorsque Oz arrive au pays. Sam Raimi, c'est un réalisateur qui clairement, il n'est pas là pour se mettre les fans à dos. Justement, il adore avoir l'avis de ses fans. Et bah là, il a été un peu déçu parce que les fans n'étaient pas vraiment là au rendez-vous. Pourtant, il y a un casting 5 étoiles. James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Zach Braff, Michelle Williams. Mais l'histoire n'arrive pas à se rendre intéressante. En fait, le problème, c'est que Disney a voulu rendre l'œuvre beaucoup plus accessible, beaucoup plus enfantine. Tandis que lui, Sam Raimi, ses œuvres sont beaucoup plus sombres, loin de l'imagerie des enfants. Donc redonnez une chance à ce film. En vrai, il vaut beaucoup plus que tous les films live Disney sortis dernièrement. Comme pour Sam Raimi, je vous ai dit que j'aimais John Carpenter. Cette semaine, j'ai découvert Invasion Los Angeles, ou The Leaves en anglais, qui est clairement un de ses films les plus politiques, je trouve. De toute façon, le cinéma de Carpenter a toujours été politique, que ce soit avec des thèmes comme la paranoïa ou le capitalisme. Le capitalisme comme New York 1997 ou The Leaves, et la paranoïa comme dans The Fog, Halloween, The Thing. Donc pour Invasion Los Angeles, on suit un ouvrier qui va découvrir une paire de lunettes spéciales. Lorsqu'il les met, il découvre un monde parallèle où les humains sont en réalité contrôlés par des extraterrestres. Et le pitch peut paraître un poil nanar, mais c'est quand même un beau miroir de notre société et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et clairement, Invasion Los Angeles a eu un impact populaire dans la pop culture, en même temps populaire pop culture, t'as compris tout ça, notamment par exemple avec la marque Obey, dans les jeux vidéo avec Nuke Nukem, dans la musique avec le clip Green Day Back in USA qui fait clairement référence au film, et même le jeu vidéo Sense Rocket qui est une émission similaire à celle du film. Pour regarder un film de John Carpenter et l'apprécier, je pense qu'il faut les visionner avec un second degré et surtout les recontextualiser. Invasion Los Angeles au fil des années lui a gagné en popularité tandis que à sa sortie il s'est fait totalement déglinguer. Mais aux yeux du public il reste un film assez mineur à l'instar d'un Halloween ou d'un The Thing ou The Fog. D'ailleurs même The Fog non est assez inconnu aux yeux du public. Regardez The Fog. Comme pour le monde fantastique d'Oz et ce dernier, redonnez-leur une chance, ils méritent un nouveau visionnage, s'il vous plaît. Dans les années 2000 c'était pas vraiment l'ambiance chez Disney, ils ne retrouvent plus leur aura qu'ils avaient dans les années 90. Tous les films Disney des années 90 sont des succès, ou des films maintenant des classiques. Les flops d'Atlantide, La Planète au Trésor et leurs pauvres tentatives à faire de la 3D se sont révélés être des échecs. À la ferme se rebelle. C'est donc d'un pas décidé que je décide de voir La Princesse et la Grenouille et sans grande surprise, j'ai vraiment adoré. J'adore l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, que ça soit l'ambiance, la musique, le design. Dommage qu'il n'ait pas continué dans l'animation parce qu'en vrai ça avait vraiment son charme l'animation 2D. Côté histoire, c'est un parcours assez simple qui est donné à notre héroïne qui est super attachante d'ailleurs. Déjà de voir la première princesse afro-américaine dans un film Disney, c'est peut-être un détail mais c'est un grand pas pour la boîte. On prend plaisir à voyager à travers le bayou avec des personnages super attachants comme Louis le crocodile ou le criquet dont je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas un criquet, c'est une luciole. Bravo Aurel, franchement tu as des notes, tu ne sais même pas les lire. Bravo. Dommage juste que la plupart des musiques ne sont pas aussi marquantes qu'un rêve bleu ou comme un homme. Dommage aussi que le méchant ne soit pas développé, il a un design super intéressant, avec tout le culte vaudou autour. Il y avait moyen de recréer un méchant iconique tel un Scar, un Jafar ou un Hades. Et finalement ça tombe un peu à l'eau. C'est un Disney assez oublié qui en fait aujourd'hui commence un peu à avoir un peu son aura. Mais il faut le revoir. Clairement, revoyez La Princesse et la Grenouille, c'est une grande bouffée d'air frais. C'est un Disney 2D, comme on l'aime, comme à l'époque. Avec des musiques sympathiques mais pas marquantes. Donc regardez-le, de toute façon vous n'allez rien perdre. Et ça sera toujours mieux que de regarder Le Roi Lion 2019 ou Aladdin 2019 ou encore tous les autres films live comme on a parlé tout à l'heure. Alors là voilà, je fais juste une petite parenthèse sur un autre film que j'ai regardé mais que je ne vais pas du tout m'attarder dessus parce qu'il ne le mérite clairement pas. C'est le film Raymond, c'est produit par les studios Disney. Alors j'aimerais bien prendre beaucoup moins de temps que le film m'a pris à regarder. C'est Didier version américaine. Mais en beaucoup moins bien. Déjà je suis pas très fan de Didier de Chabat, c'est dommage. Tim Allen c'est un acteur que j'aime beaucoup dans Galaxy Quest, dans Bande de Sauvages, dans les Super Noël. Il y a même Robert Downey Jr. qui juste avant de faire Iron Man, il faisait des petits rôles un peu comme ça parce qu'il sortait de prison. Clairement c'est un Robert Downey Jr. En méchant, qui n'est pas du tout convaincant. Juste ne regardez pas ce film, ne perdez pas de temps, regardez même l'affiche, au pire restez à l'affiche. Ça se voit que l'affiche on va avoir un film de merde. N'allez pas voir cette bouse, clairement. Est-ce qu'on pourrait pas parler d'un bon film s'il vous plaît? Ok, bien changeons d'ambiance. On va parler de Rosemary's Baby. Alors il y a un film qui m'effraiera toujours, c'est L'Exorciste. Il y a un truc qui me rend toujours mal à l'aise dans ce film. La musique, l'ambiance, les acteurs, je sais pas. Et j'ai vu Rosemary's Baby et j'ai compris pourquoi ce film était devenu un classique au fil des années. Alors le film raconte l'histoire d'un couple new-yorkais qui emménage dans un nouvel appartement. Jusque là tout va bien. Et ils font connaissance de leurs nouveaux voisins qui de plus en plus vont s'immiscer un peu dans leur vie et s'intéresser à la jeune Rosemary qui attend un bébé. Et là c'est le drame. Et ça fait vraiment du bien de voir un film ambiance sans aucun jumpscare qui se repose juste sur ces personnages qui vivent en fait une énorme descente aux enfers. La peur en fait elle se crée au fur et à mesure, non par rapport aux choses qui se passent mais par rapport à notre imaginaire de ce qui pourrait arriver. Le film en vrai il est assez lent, il prend son temps à nous immerger dans cet appartement à New York. On avance un peu, mais la scène finale, franchement, elle ne laissera personne indemne. C'est un film parfait à voir en confinement.
Ouais, je n'en dis pas plus, mais regardez Rosemary Baby. Dans la famille, je n'ai toujours pas vu ce film et je fais genre que je le connais grâce à une réplique, je voudrais Taxi Driver de Martin Scorsese. Je savais l'aura du film et j'espérais au moins l'apprécier. Et grande surprise, j'ai été fasciné par le film. Les années 70, les acteurs, la musique, qui est la dernière composition de Werner Herrmann, prend un réel plaisir à se balader dans les quartiers de New York en compagnie de Travis Bickle, magistralement interprété par Robert De Niro, qui n'a pas le titre du plus grand acteur de sa génération pour rien. Robert De Niro, ce n'est pas juste mon beau-père, mes parents et moi. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un ancien vétéran du Vietnam qui débarque dans la ville de New York, qui au départ, c'est un homme tout à fait tranquille, qui va tout à peu sombrer dans la folie. Et ça rappelle un peu un film qui est sorti l'année dernière, où une personne a du mal à rentrer dans la société, et il commence à devenir de plus en plus fou. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Un film qui vous fera voyager dans les années 70 avec une bonne critique encore du capitalisme à la Scorsese, une réalisation au top, un Robert De Niro complètement fou. Regardez Taxi Driver. Et ne vous arrêtez pas juste à la réplique, c'est à moi que tu parles. Parce qu'elle est très minime dans le film. Elle est intéressante, mais elle est très minime. Tout être vivant confiné a au moins vu ou entendu parler de Gremlins, film culte des années 80 où une créature trop mignonne donne naissance à des milliers de créatures qui vont mettre à feu et à sang une ville un soir de Noël. Ce film-là est réalisé par un homme qu'on ne cite plus, Joe Dante, et produit par un homme aussi qu'on ne cite plus, Steven Spielberg, en 1984. Gremlins, c'est le film le plus connu de Joe Dante, c'est son plus gros succès, et qui dit succès dit suite. En 1990, Gremlins 2, nouvelle génération. Donc ça, ce film-là, je l'ai vu quand j'étais très jeune, et c'est le film que je me suis permis de revoir pour cet épisode de confinement. Gremlins 2, nouvelle génération marcha beaucoup moins que son prédécesseur. Là où le premier film était un peu un film d'horreur pour les enfants, ce second opus est beaucoup plus tourné vers la comédie burlesque, avec des influences cartoon. Le film regorge de références, donc des références les plus subtiles comme Rambo ou Batman, ou des films que Joe Dante a vus ou adoré, et même des propres films de sa filmographie. Ce qui est intéressant dans Gremlins 2, c'est de voir que là, les Gremlins sont mis clairement au premier plan, là où dans le premier, c'était Gizmo, le mogwai, qui était mis au premier plan dans le film. Je pense que le public, en fait, il s'attendait à un nouveau film d'horreur en voyant Gremlins 2, et en fait, ils ont eu une comédie vraiment cartoon burlesque, et je pense que c'est ça qui ne les a vraiment pas accrochés à l'époque. Je pense que pour apprécier Gremlins 2, il faut le regarder comme si on regardait un cartoon avec Bugs Bunny ou Bip et Coyote. On va rester sur Joe Dante avec les découvertes de deux films assez mineurs dans sa filmographie qu'il faut découvrir. Panique sur Florida Beach et Les Banlieusards. Rien à voir avec celui de Kerry James. Juste tout d'abord, si vous pouvez vous intéresser, regardez les films de Joe Dante. Les films comme Gremlins, Hurlement, Small Soldiers, Piranha, L'Aventure Intérieure, qui sera dans un prochain confinement, c'est promis. Ce sont des films qui au premier abord font assez série B, ou des petites comédies à l'américaine, mais si vous vous penchez dessus, ce sont des petites pépites à découvrir, avec beaucoup de grilles de lecture. Je vous conseille l'épisode de Chroma sur Gremlins qui analyse le cinéma de Joe Dante, de toute façon tout le monde a vu cet épisode, je pense. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir l'épisode de Chroma. Panique sur Florida Beach est pour moi le meilleur film de Joe Dante. Un film qui raconte un film, moi ça me plaît énormément. L'histoire c'est celle d'un réalisateur qui vient faire la promo de son nouveau film d'horreur sous un fond de Chris Cuban. Et l'on suit en parallèle ce groupe d'adolescents qui va voir ce film et qui va vivre en même temps cette crise de Cuba. Le film est un immense hommage au film de monstres des années 50, film que Joe Dante devait sûrement regarder chez lui ou, je pense, dans des salles de cinéma. Et le film a un côté assez visionnaire avec des technologies qu'on peut retrouver aujourd'hui comme la 4DX. John Goodman est juste magistral en Laurence Woosley qui est un mélange de Ed Wood et d'Alfred Hitchcock. Et tout l'humour du film en fait se base un peu sur la nonchalance du personnage, le personnage est juste clairement ailleurs. Et comme le film est de Joe Dante, il est truffé de références plus ou moins subtiles de films qu'il a vus, adorés. C'est un film qui a été injustement boudé à la sortie mais qui aujourd'hui bénéficie d'un meilleur accueil et clairement il le mérite. Je pense que pour tous ceux qui ont regardé Desperate Housewives, vous allez retrouver beaucoup d'inspiration de ce film. Les personnages sont très drôles, très touchants. Mention au trio de tête de Tom Hanks, Carrie Fisher et Bruce Dern. Banlieusard, c'est une critique de la vision de la banlieue américaine que Joe Dante a et avait, je pense, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je ne m'attendais à rien de ce film. Allez voir Les Banlieusards, c'est vraiment de très bonne facture. J'adore ce mot. Voilà, c'est la fin de ce troisième confinement, j'espère que certains films vous donneront envie. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour dire quels sont les films que vous avez découverts en ce moment. Le Twitter, le Insta, le Discord sont dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Restez chez vous, confinez-vous bien, ou déconfinez-vous bien, et je vous dis à très vite. Splendide, absolument merveilleux.